Ce qui est drôle, ce qui est très drôle même. On va déplacer ça. Ouais, on va déplacer ça. Oh, ce qui est très drôle, c'est qu'on n'a même pas de script. Donc ton affaire elle s'allume plus. Oh, je peux allumer. Parce que l'ordi n'est pas allumé. On peut allumer. Ok. Ah, pour avoir le fade là. Ok. Il y a une autre petite télécommande. Bon, normalement, lui, il marche avec tout. Lui, normalement. Ah, c'est ça. Ok. Riche pour Dieu, première prise. Bonjour Elie. Bonjour Paul. Comment vas-tu aujourd'hui? Très bien, très bien. Je vais très bien. Très ému de refaire une vidéo avec toi. Ça faisait longtemps. Ça faisait très très longtemps. Je ne sais pas si on peut avoir même une image pour vous montrer les vieilles vidéos. Let's go. En tout cas, ça faisait longtemps. C'est longtemps, mon gars. Donc, aujourd'hui, petite vidéo de mindset. Encore et toujours. On est en janvier 2025, nouvelle année. On va essayer de parler de mindset avec Elie. On va essayer de parler de mindset. Donc, on va un peu faire le topo, passer sur plusieurs points, avoir une très bonne discussion. Et on va ressortir béni. Amen. Ok, donc... c'était une vidéo spontanée, hein, une vidéo spontanée. Deux frères qui se retrouvent. Rien préparé, pas script. Donc, il n'y a pas de script, il n'y a rien, il n'y a rien. Pas de script, Bizarre, rien hein. du tout. Juste deux bons amis qui vont discuter du mindset. Mindset. Yes. Donc, j'aimerais aller, on va aller au pif. Elie, quand on parle de mindset, je ne veux pas que tu me dises, pour toi, c'est quoi le mindset? Je ne veux pas que tu me donnes de définition. À chaud, comme ça, à chaud. Qu'est-ce qui monte dans ton cœur quand on parle de mindset? Est-ce que tu as une histoire, une phrase, un mot, une émotion que tu peux nous partager aujourd'hui? Bon, comme tu ne veux pas de définition, je vais essayer de trouver une façon de formuler un peu ma définition que j'avais en tête là. On va essayer de parler beaucoup plus fort comme on Ouais. a le micro. Donc pour moi, le mindset, en vrai, c'est vraiment... déjà, mindset, c'est un mot anglais. Alors, ceux qui sont répète, il faut couper ça. Bon, tu peux. Sens-toi à l'aise, sens-toi à l'aise, sens-toi à l'aise. Donc déjà, mindset, c'est un mot anglais qui veut Mais je vais garder ça. Non, Je vais garder ça. non, Tu veux garder ça? Non, ça faut qu'on Non, je vais garder. Au moins, on bêtisé. On bêtisé. Non. Donc, je vais couper, mais on bêtisé, ça doit être. Faut enlever ça, faut couper là. Ok, vas-y. Non, mais c'est ça, c'est un mot anglophone là qui veut juste dire système des pensées. Dans le fond, pour moi, le mindset, c'est vraiment comme j'ai ce soupir de vraiment tout le temps avoir ces renouvellements des pensées. C'est-à-dire, moi, je les prends plus au niveau spirituel, vraiment s'aligner selon la volonté des dieux, renouveler ses pensées, renouveler sa façon de penser. Parce que vous savez, quand on parle de repentance, en vrai de vrai, c'est pas demander pardon à Dieu, c'est vraiment changer sa façon de penser. Donc moi, j'aborde plus le mindset avec cette optique, de vraiment se dire, changer sa façon de penser afin de pouvoir s'aligner à la volonté de Dieu.
Donc, pour moi, personnellement, le mindset, c'est comme ça que je le configure en quelque sorte. Et une histoire, si on parle de mindset, est-ce que tu as une histoire, une émotion qui te vient en tête? Une émotion liée au mindset. Bon, il n'y a pas d'émotion en tant que telle, peut-être une histoire. En termes de mindset, bah écoute, le mindset, déjà, comme je viens de le dire tantôt, c'est vraiment un renouvellement des systèmes de pensée. Et si je prends pour mon cas, par exemple, en quoi le mindset a vraiment été important, c'est que quand je donnais ma vie à Christ, bah, il a fallu que je puisse justement renouveler mon système de pensée. Parce qu'avant, ma façon de penser, ma façon de réfléchir était vraiment, vraiment tordue. Je ne pensais pas de la bonne façon. Donc, il me fallait vraiment ce renouvellement des systèmes de pensée. Donc, le mindset vraiment a beaucoup joué. Parce que c'est vrai, accepter Jésus, c'est une très bonne chose. Donner sa vie à Jésus, c'est une très bonne chose. Mais si après, il n'y a pas le renouvellement des systèmes de pensée, le renouvellement de l'intelligence, bon, en vrai, ta conversion, en fait, n'aura pas autant d'impact que cela. Fait que vraiment, pour moi, le mindset, s'il faut le cadrer avec une histoire, ça va vraiment être plus par rapport à ma propre vie. De façon à ce que, enfin, justement, parce que le mindset a vraiment été quelque chose qui a fait en sorte que mon système de pensée s'est renouvelé en quelque sorte. Donc, ouais. Bon, j'ai tellement envie de te poser des questions parce que là, tu parles un peu de ta vie. Ah, je t'avais dit que tu n'étais pas prêt. Je t'avais dit que tu n'étais pas prêt là. Non, je sais. Je t'ai dit que tu n'étais pas prêt là. On voulait avoir en exclusivité le témoignage d'Eli. On voulait avoir son témoignage, mais il n'est pas prêt aujourd'hui. Il n'est pas prêt aujourd'hui, ok, pas grave. Donc je vais essayer d'aller quelque part d'autre pour ne pas te mettre dans l'embarras. L'histoire elle est longue en plus, hein. L'histoire elle est longue, elle est très 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 longue et c'est sûr que ça suscite vraiment beaucoup d'émotions. Et s'il faut en parler, j'aimerais vraiment prendre un temps de... Parce que j'aimerais pas que ce soit juste une simple histoire, j'aimerais qu'à travers mon témoignage, que les cœurs vraiment soient touchés, soient transformés. Donc c'est sûr qu'il faudrait quand même une bonne préparation. C'est pourquoi je t'ai dit en amont que je n'étais pas préparé, mais sinon je connais l'histoire c'est ma vie, donc je la connais, c'est juste qu'il faudrait vraiment que j'ai un temps de préparation avant de pouvoir le transmettre au public. Non, c'est respectable et on va respecter ça. On va vraiment respecter ça. Donc on va parler maintenant, on va continuer sur le mindset, on va essayer maintenant de parler de l'entrepreneuriat, on va essayer de parler d'argent. On a eu une conversation très profonde où on était en train de discuter des petites actions du quotidien qui font la différence sur le temps. Exact. On est très apte à s'exciter sur de nouvelles résolutions chaque année, chaque mois. Très apte à s'exciter sur de nouvelles résolutions. Mais ce qui fait la différence, c'est les petites actions au quotidien sur le temps. Exact. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, tu peux nous raconter l'histoire de ton ami qui t'a montré de la fidélité dans le travail? Et j'aimerais que tu insistes sur les fruits de la fidélité. Et on va faire le parallèle, parce que nous sommes croyants en Jésus-Christ, et je suis de ceux qui pensent que les principes bibliques peuvent nous emmener à réussir dans le travail, dans l'entrepreneuriat, dans le mariage, peu importe la section de ta vie, peu importe le secteur de ta vie. Il y a des principes bibliques qui peuvent te guider pour la réussite. Donc, parle-nous un peu de cette histoire. C'est comme je te l'ai dit tantôt, quand on était en train de discuter, Paul, je te parlais un peu de mon ami justement qui a réussi à monter des postes. Et vraiment, moi, j'ai vraiment eu à observer un peu ce qu'il faisait. Parce que moi, ça m'a vraiment ébloui quand j'ai vu, il est passé d'un simple travailleur à une certaine responsabilité dans son travail. Et j'ai voulu observer un peu, j'ai voulu voir en fait qu'est-ce qui a fait ça. Parce que c'est pas juste normal, vous savez, on est dans un pays étranger et avoir une certaine responsabilité dans un travail en étant jeune, en fait, il y a certainement quelque chose il y a certainement une cause au fait, qui a eu à produire cet effet. Donc j'ai voulu connaître en fait c'est quoi la cause qui a produit cet effet. Et c'est justement à cause de ça que j'ai eu à me dire que certainement il y a un principe biblique qui a été appliqué derrière. Et je te le citais tantôt, les principes bibliques qui étaient justement d'être
fidèle dans les petites choses. Et c'est quand on est fidèle dans les petites choses que c'est par là qu'on a des grandes choses. Et quand j'ai observé ce qu'il faisait, je me suis dit, ok, qu'est-ce que moi je ne fais pas? Parce que je me suis dit, lui, il est comme moi, on est jeune, on est tous jeunes, on travaille pratiquement tous de la même façon, mais lui, il est en train d'avoir certaines opportunités que moi, je n'ai pas certainement. Je ne vais pas me dire, ok, je suis nul, il est meilleur que moi. Je me suis dit, ok, il faut que je regarde moi, qu'est-ce que je ne fais pas, que lui fait. Et c'est quand j'ai commencé à observer justement, j'ai remarqué qu'il avait une certaine fidélité. C'est-à-dire qu'il a commencé à travailler dans une seule entreprise, ça faisait très longtemps. Et au-delà de son travail, il s'assurait de donner un travail excellent. C'est-à-dire qu'il venait tout le temps en avance, il était toujours en avance, il venait jamais en retard. Et même quand il travaillait, il allait dans les moindres détails. C'est-à-dire que nous, quand on travaille, généralement, on néglige certains détails. Et lui, c'est ces détails-là, c'est sur ces détails, au fait, qu'il priorisait, qu'il mettait le plus d'importance. J'ai commencé à observer toutes ces choses. Et j'ai fait le parallèle avec moi-même. Je me suis dit, moi, je vais au travail comme lui. Mais moi, écoute, je travaille, je fais mon argent et puis that's it. Je me préoccupe pas d'autre chose. Mais lui, il était minutieux dans tout ce qu'il faisait. Il s'assurait que ce qui sortait, déjà en passant, je travaille dans un restaurant, il s'assurait à ce que tous les repas qui sortaient soient servis aux clients d'une façon adéquate. Il s'assurait que tout se passe bien dans le restaurant. Il s'assurait de plein de choses comme ça. Et moi, je me suis dit, attends, pourquoi moi je ne le fais pas? Lui, c'est pas son entreprise, il est juste employé comme moi. On est tous les deux employés ici. Mais qu'est-ce qui fait en sorte que lui se préoccupe de toutes ces choses? Et c'est là que je reviens avec le principe de la fidélité. Il a été fidèle dans des petites choses, c'est-à-dire une entreprise qui ne lui appartient pas. Il a été fidèle dans les responsabilités qu'on lui donnait. Et c'est ces responsabilités qui ont fait en sorte que justement, il atteigne cette responsabilité qu'il a pu avoir. Et certainement, nous, on ne peut pas atteindre parce qu'on n'a pas les niveaux de la fidélité que lui, il a eu à manifester. Et moi, à travers vraiment sa façon de faire, j'ai été inspiré. Et d'ailleurs, c'est une chose qu'il faut faire. Quand vous voyez quelqu'un faire quelque chose de bien, il ne faut pas être jaloux, il ne faut pas se dire ah, pourquoi lui. Il faut observer. Quand vous voyez quelqu'un faire quelque chose que vous appréciez, quelque chose que vous aimeriez avoir, au lieu de commencer à vous dire ouais, mettre les bâtons sur les roues dans le travail de quelqu'un, il faut observer. Moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai observé, j'ai remarqué quelque chose. Il y a des bonnes choses qu'il faut copier. J'ai copié, hein. Moi, je me suis dit, ok, moi, je vais être excellent comme lui. Et après, j'ai commencé à voir des résultats. C'est-à-dire que dans mon travail, j'ai commencé à maximiser les petites choses que les gens négligeaient, là. Toutes les petites choses que les gens négligeaient, moi, j'ai commencé à faire l'effort de maximiser dessus, de mettre vraiment l'accent dessus. Et ça commence à produire des résultats. J'ai commencé à me voir, on commençait à me féliciter petit à petit. Et je me suis vraiment dit, au fait, c'est ça. Juste être fidèle dans les petites choses, ça peut vraiment nous ouvrir des grandes choses, des grandes voies et ainsi de suite. Donc, c'est vraiment ça concernant l'histoire que je t'ai partagé tantôt. Je pense que tu as trouvé les versets qui disent par de ça. Le verset que tu étais en train d'évoquer, c'était si vous êtes fidèle dans les petites choses, on vous en confiera des grandes. Par contre, j'ai trouvé intéressant un point. Tu disais, il était fidèle dans une entreprise qui n'était pas la sienne. Exactement. Et pendant, ça m'a rappelé un verset, j'ai vite cherché, Luc 16, verset 12. Et si vous n'avez pas été fidèle dans ce qui est à autrui, qui vous donnera ce qui est à vous? Tout à fait. Dieu nous donne la tâche d'être des intendants dans la vie, dans ce qui appartient à autrui. Exact. Et très souvent, c'est ceux qui sont fidèles à ce qui est à autrui qui se retrouvent à avoir leurs propres choses. C'est un homme qu'on a placé quelque part. Moi, pour ceux qui ne sont pas croyants, ils vont dire que c'est le karma. Ils vont dire que c'est le karma. Pour nous, les croyants, la Bible dit, ce que tu sèmes, tu vas le récolter. Tu as semé fidélité dans l'entreprise de quelqu'un. Demain, tu auras des employés qui, eux aussi, vont semer fidélité dans ton entreprise. Exact. D'autres vont appeler ça le karma, mais c'est une loi biblique, finalement. Et moi, je crois en ça. Je crois qu'il faut être fidèle dans ce qui est à autrui. Je crois qu'il faut servir. Ce sont des valeurs chrétiennes. Ce n'est pas normal que quelqu'un du monde applique des principes bibliques que nous-mêmes, nous n'appliquons pas. On ne peut pas enseigner des choses qu'on n'applique pas. C'est un défi que je nous donne pour cette année. Peu importe où tu travailles.
Sois fidèle. On est dans une génération où tout le monde est lazy. On pense tous qu'à nous. Essayons de donner un peu plus, même au travail. Même si tu ne vas rien gagner, essaye. Essayons ensemble, en ce début d'année, de faire un peu plus que d'habitude. Essayons. Et on verra tellement on est dans une génération où les gens ne travaillent pas, où les gens ne veulent pas donner leur 100%. Très rapidement, on va se démarquer des autres. Tu penses que lorsqu'on pense à promouvoir quelqu'un, la première personne qui va venir en tête, est-ce que c'est toi? Question. Si on pense à promouvoir quelqu'un, est-ce que tu es la première? Est-ce que c'est évident de penser à toi? Il y a ce type de personnes dans les organisations. Que ce soit dans les organisations, que ce soit dans les églises, que ce soit dans même les équipes de foot. Quand on doit nommer un capitaine, parfois c'est évident. On se dit, mais oui, le capitaine, c'est lui. C'est lui qui fait l'extra work. C'est lui qui s'occupe de tout le monde. C'est lui qui pense à tout le monde. Toi, tu viens, tu joues, tu pars. Mais lui, il pense aux autres. On doit donner le bassin à quelqu'un, c'est à lui qu'on va le donner. C'est la même mentalité. Exact. Quand on pense à promouvoir quelqu'un, est-ce que tu es la première personne à laquelle on pense? Est-ce que c'est toi? En cette année, tous ensemble, on va donner notre 200%. Et on va essayer d'être ce genre de personne-là où on dit, oh, on a besoin, oh, c'est lui. C'est lui. Mais, c'est un principe biblique. C'est un principe biblique. Et je te dirai c'est lequel. La Bible dit que le plus grand d'entre vous tous sera celui qui sert les autres. En fait, tout est biblique. Parce que je sers, c'est moi le plus grand. Le plus grand n'est pas celui qui reçoit, non. Le plus grand est celui qui sert. Exact. Nous sommes quand même chrétiens, on peut quand même aller dans la Bible, un tout petit peu. Nous sommes chrétiens. Quand même. Mais à la fin de la journée, pourquoi on aime tant Jésus-Christ? Il nous a donné sa vie. Jésus-Christ nous a donné sa vie. C'est pour ça que Jésus-Christ est le nom élevé au-dessus de tous les noms. Parce qu'il a décidé de se donner. Celui qui se donne est le plus grand. Ou sera le plus grand. Pourquoi je dis sera? Parce que quand tu donnes, tu n'as pas l'impression que tu es le plus grand. Quand Jésus-Christ monte sur la croix, on n'a pas l'impression que c'est lui le plus grand. D'ailleurs, on se moque de lui. Donc, quand tu donnes, tu seras. Parce que si tu es, tu ne comprendras pas. Exact. Il donne sa vie, on se moque de lui, mais aujourd'hui, on parle de lui. Le nom élevé au-dessus de tous les noms, sur la terre, sous la terre et dans les cieux. Donnons-nous, car il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Exact. Wow. Incroyable. Sans script, Elie, sans script. Oh my days. Oh my days. Oh my days. Je valide. C'est bon. Bon. Maintenant. Et parle-nous de la procrastination. En vrai, la personne est mieux placée pour en parler là, mais... Parce que vraiment, la procrastination, c'est quelque chose qui bute beaucoup de personnes en vrai. On n'a jamais atteint les summums là, mais en vrai, concernant la procrastination, moi, comme on l'a vu avec l'apôtre Ivan, il était en train de parler de ça, au-delà de l'aspect physique, du fait qu'on repousse les choses, moi je vais prendre l'exemple de personnellement, hein, ça c'est vraiment moi. À un moment donné, quand j'ai commencé à beaucoup procrastiner, je ne me rendais même pas compte que je procrastinais. C'est-à-dire que je me fixais des objectifs, je savais ce que Dieu m'attendait, à quoi Dieu m'attendait, mais je me disais, ok, demain je vais le faire. Parfois, je ne me disais même pas demain, je me disais dans quelques heures. Mais après, à un moment donné, je me rends compte que ce que j'ai repoussé à demain ou à quelques heures, c'est quelque chose qui allait me prendre peut-être 5 minutes.
C'est quand tu le fais, tu te rends compte qu'au fait, écoute, ça m'a juste pris 5 minutes. Plusieurs fois comme ça, hein, Paul. Il y a des choses que j'ai repoussées. Puis quand je fais la chose, je me rends compte que ça m'a pris juste 3 minutes ou 5 minutes. Je me dis, mais attends, ça fait 3 semaines que je repousse cette chose. Et je réalise la chose dans 3 minutes. Vraiment, la procrastination, en fait, c'est quelque chose de... C'est plus que physique, c'est vraiment quelque chose qui touche même les spirituels. Et sachez que l'une des clés, quelque chose qui m'a vraiment beaucoup aidé personnellement, c'est la planification. Parce que les gens qui procrastinent beaucoup, c'est les gens qui ne planifient pas généralement. Généralement, les gens qui procrastinent beaucoup ne planifient pas. Je prends mon exemple. Quand j'ai commencé à planifier mes journées, quand j'ai commencé à planifier mes semaines, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que la planification, c'est juste dire, au fait, donner des ordres à tes heures. C'est-à-dire que moi, j'ai dit, ok, 12 heures, je te donne, je vais faire telle chose. 14 heures, je vais faire telle chose. 15 heures, je vais faire telle chose, ainsi de suite. Donc, quand je me dis que, ok, toi, 12 heures, je te donne le sport. Je n'ai plus besoin de réfléchir à quoi je vais faire. Il y a un proverbe que j'ai partagé tantôt et je pense que je l'avais vu quelque part. À quoi nous sert la planification? En fait, la vie est comme un arc. Okay? Tu as l'arc. Et quand tu prends l'arc, tu mets une flèche. Quand tu lances ta flèche, ok, Paul, qu'est-ce qui dirige la flèche? Qu'est-ce qui dirige la flèche? Qu'est-ce qui mouvemente en fait la flèche? Qu'est-ce qui permet à la flèche d'aller à gauche ou à droite? Mais la flèche, elle est lancée. Qu'est-ce qui permet à la flèche d'aller à gauche ou à droite? Je ne sais pas. C'est les vents. Ok. Parce que tu as lancé la flèche. C'est le vent qui va dire à la flèche d'aller à gauche ou à droite. Et c'est pareil que la planification. Ta vie, c'est l'arc. Le temps, c'est ta flèche. Qu'est-ce qui va dire à c'est ta vie? Qu'est-ce qui va dire à ta vie d'aller à gauche ou à droite? C'est ta planification. C'est ta planification. Ta planification faite en amont va dire à ta flèche que tu es, ok, à 12 heures, va à gauche. À 13 heures, va à droite. Tu n'as même plus besoin de réfléchir, en fait. Tu ne penses plus à qu'est-ce que j'ai fait à 12 heures, qu'est-ce que j'ai fait à 13 heures. Tu vas, dès qu'il est 12 heures, tu regardes, ok, j'ai fait telle chose, j'ai fait telle chose. Tu n'as plus besoin de repousser à demain, je vais faire telle chose, après-demain. Parce que tu as quelque chose qui va te dire, ok, là, c'est l'heure de faire telle chose, c'est l'heure de faire telle chose. Et tu es contraint de le faire parce que c'est ce que tu as prévu. Parce que les gens qui procrastinent beaucoup, c'est les gens qui se disent qu'ils ont tout le temps. Mais quand tu planifies ta journée, tu te rends compte que tu as moins de temps. Tu n'as pratiquement pas de temps. Et le fait de savoir juste que tu n'as pas assez de temps, ça va tellement mettre une pression sur toi que procrastiner pour toi va vraiment être comme une maladie. En fait. Quand tu procrastines, tu auras l'impression d'être malade. Moi, personnellement, quand je planifie ma journée, quand je procrastine une seule chose, j'ai l'impression que je suis malade. Donc vraiment, moi, l'une des clés qui m'a beaucoup aidé pour vraiment... Je ne vais pas dire que je n'ai plus jamais procrastiné. Hein. Ça arrive de temps en temps de procrastiner encore. Mais vraiment, pour sortir de la procrastination au point où j'étais, parce que j'avais vraiment atteint un niveau summum là. C'est-à-dire que même mon temps de prière, mon temps de méditation, à l'école, je procrastinais tout. Mais depuis que j'ai commencé à faire mes planifications, à planifier mes journées, à donner à chaque heure une position exacte, que je sais qu'à 12 heures, je fais telle chose, j'ai plus besoin de me poser des questions. Beaucoup se mêlent aussi parce qu'ils se posent des questions. Tu sais, notre cerveau n'aime pas beaucoup réfléchir. Quand tu réfléchis beaucoup, ton cerveau est là en mode, ah, ok, laisse-moi ça, dors juste, repose-toi juste. Mais quand tu as déjà des choses planifiées, et tu laisses perdre ton temps, le temps de beaucoup réfléchir, tu as juste le temps, ok, je vois, j'exécute. Mais quand tu réfléchis beaucoup, cet épuisement mental là, le temps pour toi que tu décides, ton cerveau à un moment donné va te dire, ok, tu as beaucoup réfléchi, allonge-toi juste, tu vas les faire demain. Oh, allonge-toi juste, tu vas les faire dans quelques heures. Dans quelques heures, ok, tu vas les faire demain. Et c'est comme ça que après, tu vas te rendre compte que tu as procrastiné une chose pendant très longtemps, juste parce que tu n'as pas eu le temps de le prévoir, de le planifier en amont. Donc vraiment, s'il faut que je parle de la procrastination, en fait, moi je me dis, selon vraiment ce que j'ai eu à expérimenter avec cette, je vais l'appeler même maladie, avec cette maladie qui est la procrastination, en vrai, beaucoup qui succombent dans ça, c'est vraiment les gens qui ne planifient pas. Vraiment, faites l'expérience, essayez de commencer à planifier vos journées. Vraiment, essayez juste. Commencez juste à planifier vos journées. Vous verrez la différence. Mais une chose avec ça, il y a un piège. Paul, il y a un piège. Je vais te dire c'est quoi le piège. Vas-y. J'ai commencé à procrastiner, j'ai commencé à planifier. Et pendant que j'ai planifié, je me suis rendu compte qu'en fait, ma planification c'était quoi? Ok, je me lève, je vais aller à la salle de sport. Après ça, je vais rentrer, je vais suivre un film, ainsi de suite. Donc vous savez, si votre planification c'est ok, TikTok, 12 heures, 15 heures, novelas, ou je sais pas moi, Netflix, je sais pas moi, 18 heures, Instagram, à un moment donné, vous allez plus suivre votre planification. Pourquoi?
cette planification n'a pas d'objectif. Cette planification ne produit pas en vous une certaine dopamine qui va vous motiver à poursuivre un certain objectif. Donc, quand Monsieur, c'est tu dis des choses. Non, tu dis des Non, choses. c'est des choses. Là, je Non, tu confirme. dis des choses. Je sais. Là, Là, c'est des choses. tu dis des C'est choses. des vraies choses. Oui, je suis dedans, tu dis des choses. C'est la Tu dis nourriture des choses. solide. Ah, ça, c'est solide. Ça, c'est solide. Non, mais ça, c'est un piège énorme. Si ta planification, c'est OK, je vais faire Netflix, je vais être sur TikTok, tu vas arrêter de planifier parce que ta planification ne suit aucun objectif. Il n'y a pas de dopamine, il n'y a aucune excitation pour toi de suivre cette planification. Du coup, à un moment donné, vu que c'est une routine, j'arrête de planifier tout simplement. Ça, c'est le piège dans lequel je suis tombé au début quand j'ai commencé à planifier. Donc, il faut s'assurer quand tu planifies que cette planification soit calquée sur base d'un objectif précis, des objectifs même, je dirais, précis. Tu sais que, OK, moi, mon objectif, c'est, je me prends un exemple comme ça, je vais faire 80%, OK? Ou à l'école, où je veux commencer à parler anglais. Ma planification va être par rapport à cet objectif. OK, je me dis, à 12h30, je vais lire tel livre, à 15h, je vais faire tel sujet, je vais suivre telle vidéo. Et là, tu sais que quand tu fais ça à 12h, tu es en train de poursuivre l'objectif qui est, admettons, de parler anglais, qui est, admettons, de faire 80. Là, tu as plus de plaisir à faire ce que tu fais. Parce que tu sais que si tu ne fais pas ça, tu ne vas pas atteindre l'objectif que tu t'es fixé. Donc, avant que vous puissiez tomber dans ce piège où vous planifiez juste pour les choses habituelles qui ne produisent pas du tout de dopamine en vous, assurez-vous que votre planification soit vraiment calquée à un objectif bien précis. Par là, en tout cas, je vous rassure que vous allez voir un changement. Si vous êtes dans la procrastination, en tout cas, vous allez voir un changement. Je confirme, Paul. Non, je confirme. D'accord. C'est Non, mais des c'est ça. choses. Non, Non, c'est mais ça. c'est C'est des ça. Ouh. C'est quoi, tu t'es fâché? Non, mais on a dit sortez de la zone de confort. Sortez de la zone de confort. On a des fruits que les gens doivent consommer. Oh, Donc monsieur. consommez-moi. Consommez-moi. Doudou. On a consommé. Compris tout Non, écoutez, là, Consommer les fruits. Consommez des fruits. Parce que nous, on a... Non, Ceux qui ne savent pas, c'est notre Golden Boy. Hein. Golden Boy. Doucement, Golden. Doucement, Non, on Golden. va consommer des fruits. Doucement, Golden. Non, super important. Ce que tu as dit, je donnais vraiment un témoignage par rapport à ça. Je ne veux pas redire ce que tu as dit, mais la planification, c'est l'outil principal. La planification, c'est l'outil principal pour lutter contre la procrastination. Maintenant, ce qui est intéressant, si tu regardes juste là, partout tu vas voir. Planification, en haut planification, ici je planifie. Partout sur la chambre, j'ai des papiers accrochés, j'ai des tableaux, j'ai même plusieurs tableaux. Mais l'erreur que j'ai commise à un certain moment, à force de planifier, je voulais encore être plus productif. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai imprimé un programme fixe dans le temps. Mais c'est devenu, comme il disait, monotone. C'est tout le temps la même chose, c'est tout le temps la même chose, c'est tout le temps la même chose. Et ça ne crée plus de dopamine, ça ne crée plus d'envie. Et ce qui était drôle, c'est que parce que j'avais un programme fixe de tous les jours et je n'avais pas prévu de flexibilité par rapport aux imprévus et par rapport aux nouveaux objectifs qui pouvaient venir, ça crée comme une routine et ça a créé encore de la procrastination. Parce qu'il y avait de nouveaux objectifs qui arrivaient, mais comme je n'avais pas prévu ces objectifs-là, oh mais je devais faire ça, mais et à un moment donné, tu procrastines. Souvent, je me souviens d'un monsieur qui expliquait que parfois la procrastination ne vient pas parce que tu ne veux pas faire quelque chose, mais c'est parce qu'il y a tellement d'informations dans ton cerveau. Il y a tellement d'informations que c'est comme un embouteillage. L'un ne sait pas qui va aller avant l'autre. Et quand ça arrive là, comme tu as dit, le cerveau a juste envie de shut down. Exact. Donc merci encore pour ce point que je trouve hyper intéressant pour ceux qui ont déjà commencé à planifier, mais qui ont commencé à avoir des erreurs. Donc moi, ce que je peux conseiller aussi, c'est il faut avoir une planification fixe, c'est important. Les tâches que tu sais que tu dois faire tous les jours, mais tu dois avoir de la flexibilité. Avoir des plages horaires où tu dis, bon, ici, je laisse ça par rapport aux nouveaux objectifs qui peuvent arriver, les nouvelles tâches, tout ce qui peut être flexible. Tu as un canevas, des heures que tu gardes pour changer ça.
Et franchement, après, tu vas être productif. Et aussi, arrêtons d'avoir des objectifs sur du trop long terme. Quand c'est sur du court terme, tu es beaucoup plus productif sur le court terme que sur le long terme. Je vais ouvrir un site internet en 2025. Oui, mais quand? Oui, mais quand? Quand? Je vais... Parce que ce qui se passe, c'est quoi? C'est que dans ton vision board, tu vois l'objectif et tu te dis que tu vas travailler pour cet objectif. Mais comme dans ton vision board, c'est juste ouvrir un site, on ne sait pas quand. Tu n'as pas de pression, en fait. Tu sais que tu dois le faire, mais tu ne sais pas quand. Mais quand c'est écrit janvier, c'est le site. Février, c'est perdre le poids. Mars, c'est ouvrir un salon de coiffure. Avril, c'est précis. Et je me suis rendu compte, mieux vaut faire janvier, février, mars. Si avril, tu n'as pas encore, laisse d'abord avril. On va venir faire avril en mars. C'est bon ça. On va venir faire juillet en avril. On va venir faire août en juillet. Pour te permettre d'être encore plus productif. Plus productif. Quel autre conseil tu as? Parce que je sais que tu as encore des choses dans le sac. Encore 3 conseils. 3 conseils rapides. Juste 1, 2, 3. Pour être productif. Bon, en vrai, là, au-delà même du fait de planifier, parce que cette planification, oui, c'est vrai, ça t'aide à atteindre certains objectifs. Mais il faut savoir que, comme Paul vient de le dire, les planifications qu'on fait, surtout quand c'est sur du court terme, ça va même créer une certaine confiance en soi. Parce que plus tu atteins les objectifs que tu te fixes, plus tu es en mode « ouais, je suis capable ». Et ça te donne encore plus envie de planifier pour le mois prochain, par exemple, si tu n'en avais pas des objectifs. Donc, plus tu as des planifications à court terme et tu les atteins rapidement, plus tu gagnes en confiance en soi, plus tu augmentes en fait tes objectifs. C'est-à-dire que tu te fixes des objectifs encore plus grands. Mais si la planification est trop longue, enfin, ton objectif, admettons, est trop à long terme, et tu ne sais même pas si tu vas les atteindre, et finalement tu n'atteins même pas l'objectif en question, ben à un moment donné, ta confiance en soi va juste en mode, ok, je ne suis pas capable, je me suis défini telle chose, je n'ai pas pu l'atteindre, je ne vais pas l'atteindre certainement, qu'est-ce qui me rassure que le prochain que je vais me définir, je vais finir par l'atteindre. Donc je trouve vraiment important ce que tu viens de dire parce que moi je l'ai remarqué aussi, quand je faisais je me fixais des très longs objectifs et que je n'arrivais pas à atteindre ces objectifs, vraiment ça baissait ma confiance, je me disais là, je n'ai pas pu, qu'est-ce qui me rassure que la prochaine fois que je vais planifier, ça va marcher. Mais à chaque fois que je me suis dit, ok, cette semaine, je vais faire l'effort d'aller full à la salle de sport. C'est pas facile, hein, mais je fais l'effort. Chaque matin, je me lève, par exemple, c'est petit, ça paraît petit. Mais juste parce que je l'ai fait au courant d'une semaine et je l'ai fait vraiment d'une façon consistante, la semaine qui va suivre, je vais être en mode, ok, j'ai réussi à le faire. J'ai réussi à me lever chaque matin à la même heure pour aller à la salle de sport. C'est que si je me fixe que je dois lire un livre toute cette semaine, je vais le faire. Et là, facilement, je vais viser cet objectif, je vais le faire aussi. Mais si je me fixe un très long objectif et tout, je ne sais même pas quand je vais l'atteindre, bah écoute, là, à un moment donné, ta confiance vraiment va baisser. Et il faut vous rassurer que la confiance en soi joue un rôle très principal, même dans l'atteinte de ces objectifs. Tu ne peux pas te fixer des très longs objectifs ou des objectifs vraiment assez pertinents des objectifs vraiment pertinents si tu n'arrives même pas à te fidéliser dans les petits objectifs, au fait. Tu n'arrives pas à te dire à toi-même que je suis capable de faire ça. C'est quand tu arrives toi-même à te dire que je suis capable de faire telle chose qu'au fait, là, tu peux te fixer des plus grands objectifs. Donc ça, c'était le dernier conseil que je pouvais ajouter par rapport à la planification. Merci. On va passer au deuxième sujet. Tantôt, on arrive. On va appeler Nat. Nat m'a appelé là. Essaie de l'appeler même sur ton tel pour savoir c'est quoi qu'il a besoin de quoi. On a fait combien de minutes?